Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour la poursuite de notre série d'été sur le best-of des épisodes du podcast L'entreprise de demain. Et oui, le podcast a 5 ans et plus de 200 épisodes. Alors j'ai choisi de vous faire des rediffusions que j'ai commencé un peu au printemps, que j'accélère cet été. Chaque jeudi jusqu'au début septembre, je vous propose une sélection thématisée de 5 invités aussi passionnants que différents, et en quelque sorte une rediffusion des épisodes qui m'ont le plus marqué. Alors point important, j'aurais pu rediffuser tous les épisodes, faire un choix a été difficile, simplement il fallait bien que je fasse une sélection, donc je l'ai fait, et je les ai catégorisés d'une certaine manière, mais certains répondent à plein de catégories, donc on va garder l'esprit ouvert là-dessus. Donc aujourd'hui, la semaine dernière, je vous ai proposé des épisodes phares sur le leadership et les nouvelles formes d'organisation. Et aujourd'hui, je vous parle de transformation, qu'elle soit managériale, digitale, agile. Je vous explique dans cet épisode pourquoi est-ce que j'ai choisi quels sont les 5 invités que j'ai sélectionnés et pourquoi. Et puis je vous mets un petit peu en bouche les épisodes pour que vous puissiez choisir celui ou ceux que vous avez envie d'écouter. Et bien sûr, libre à vous de tout écouter. Alors sur ce sujet, d'abord, une chose que je voulais dire, c'est que mes 5 invités sont passionnants parce qu'ils ont nourri la théorie de leur pratique et de leur apprentissage tout le long du chemin. Ils ont un vrai recul sur leur expérience. Donc on n'est pas sur des choses qui n'ont pas été vécues. Ils ont vraiment un recul et une analyse. Et ils ont mené leur transformation avec beaucoup de courage et beaucoup d'humilité. Le premier, c'est Benoît Ritzler, DRH du Crédit Agricole Technologies et Services, qui est arrivé, il est arrivé pour mettre en place et pérenniser une transformation. Donc c'est intéressant. Donc le titre de nos épisodes, on a fait un épisode interview et un épisode pratique. L'épisode interview, c'est les enjeux de la fonction RH ou comment activer son soft power pour contribuer à transformer la vie des entreprises. Donc on est plus là sur la partie RH, mais je vais vous en parler parce que c'est intéressant. Et le deuxième, c'est comment assurer le succès d'une transformation. Donc sur l'épisode sur le soft power de la RH, on a beaucoup parlé du rôle des RH, mais aussi du rôle du manager, alors du DRH en tant que manager et en tant que DRH, de l'importance de donner du sens, de la cohérence entre les décisions, ce qui est vrai aussi dans les transformations, et de les relier à la finalité profonde de l'entreprise. Voilà, de le rappeler tout le temps. Donc tout ça c'est vrai pour la transformation. Le manager doit fixer le cap. Après il va associer les équipes à la définition de la construction, et il va rester là pour les inspirer tout le long, mais en lâchant prise, en laissant de l'espace de liberté d'expression pour les collaborateurs, parce que c'est eux qui connaissent le mieux le métier. Bon, finalement, il parle de posture de RH, il parle de posture de manager, mais il parle de transformation déjà. Et c'est une posture que vous avez dû retrouver beaucoup chez Claire Bonenfant, dont j'ai rediffusé l'épisode la semaine dernière sur l'évolution d'organisation qu'elle a menée et l'évolution de sa posture managériale au sein de son entreprise. Son deuxième épisode, on parle de transformation. Et donc là, on parle des 3 temps de transformation. La préparation, la réflexion et l'impulsion de la direction, c'est le premier temps. Le deuxième temps qui est celui de la mobilisation, de la communication, de l'accompagnement, qui est une phase plutôt exaltante. Et la troisième phase sur laquelle il arrive justement, qui est une phase de consolidation pendant laquelle il faut garder l'envie, cette volonté de servir, et c'est pas évident. D'autant plus qu'ils ont mis en place un modèle agile, et en fait, il remet du cadre à ce moment-là. Et donc on pourrait imaginer que l'agile et le cadre ne fonctionnent pas. Or au contraire, plus on a un cadre clair, plus on peut être agile. Ça aussi, ça fait un pont avec l'épisode de Claire de la semaine dernière. Donc voilà pour la partie de Benoît. Ensuite, j'enchaîne, alors je reste dans la banque, cette fois-ci avec Pierre Uhlmann, qui est CEO de la banque commerciale en France pour BNP Paribas. J'ai voulu l'interviewer sur l'impact des postures agiles, l'impact de l'agile sur les postures managériales et comment on l'accompagne, et puis comment passer au mode agile.
Alors, petite confidence importante, Pierre a été un de mes patrons pendant plusieurs années. Donc j'ai eu le plaisir de le retrouver, il m'a fait l'amitié de cette interview. L'impact de l'agile sur les postures managériales, en fait, il y en a eu plusieurs. Une qui est intéressante, elles sont assez vertueuses. La première, il fallait moins de managers avec l'agile. Par contre, des managers qui allaient devoir englober plus large, de manière plus transversale, mais aussi donner plus d'autonomie, être plus dans l'animation, dans la coordination, et savoir s'appuyer sur des expertises souvent plus fortes que les leurs. Et là, je trouve qu'on va tout droit vers le leadership, ça remet beaucoup en cause, effectivement, d'éléments managériaux, parce que certains managers me disent se sentir légitimes parce qu'ils ont l'expertise technique, donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc premier impact, et ils nous expliquent un petit peu comment ils ont mené ça, comment aussi ils ont accompagné les autres managers, parce qu'ils avaient besoin de moins de managers, qui devenaient plutôt des experts. Voilà. Et puis, aussi comment est-ce que ils ont profité de la mise en place de l'agile pour améliorer l'engagement des collaborateurs en demande, en recherche d'autonomie. L'agile étant un levier pour le renforcer, mais l'agile aussi changeant beaucoup les modes d'interaction interne. C'est-à-dire qu'avant, on travaille, quand on est en agile, on travaille avec des collaborateurs de tout métier. Tout d'un coup, on n'est plus dans une équipe, dans un même métier. Alors, sur des petites entreprises, c'est normal. Sur des grands groupes, on a tendance à être une armée sur un métier. Donc là, tout d'un coup, ça change. Et donc, comment est-ce qu'on vient aussi s'insérer là-dedans ? Et puis, ces conseils pour passer au mode agile que je trouve très intéressant. 1, pas oublier qu'on est là au service de nos clients. 2, être OK sur le fait que c'est complexe, qu'il faut apprendre, que c'est long, que c'est un investissement. Et 3, on doit avoir pour ça des valeurs fortes, une ouverture d'esprit. Parce que l'idée, c'est que on peut plus dire ce qu'on sait, comme je vous parlais du manager tout à l'heure, ce sont les gens autour de moi qui savent. Une forte réactivité, de la discipline, du courage, et être OK pour changer cette habitude. Donc voilà pour la partie de Pierre. Ensuite, on retrouve Anne Le Sueur-Nédart. Anne, qui donc s'occupait de la transformation, elle a changé de poste, elle est toujours là-bas chez l'Occitane. Et donc, j'ai interviewé Anne sur les clés de la transfo qu'elle avait menées, transfo digitale. Anne nous dit déjà en préambule que la différence entre les transfos qui réussissent et celles qui plantent, c'est que c'est la façon de travailler ensemble et de s'améliorer. Donc voilà. Et sur les clés de la transfo, donc elle nous en donne 5. La première, c'est qu'il faut une raison très forte de se transformer, donc on insiste sur le côté urgence fondamentale, viscérale, pour éviter les transformations en répétition, donc bien savoir ce qui est fondamental, et du coup c'est sur quoi on va pouvoir garder de l'énergie, parce qu'on garde de l'énergie quand on est sur quelque chose sur lequel on a vraiment besoin, on est vraiment convaincu, sur la durée, puisque c'est forcément des transformations qui se passent sur la durée. 2, les sponsors et les alliés, identifier donc ceux qui ont envie dès le départ, qui sont déjà prêts à tout mettre à mettre en place tout ça. Et Anne recommande d'y prendre grand soin et de tout mettre en œuvre pour que cette première équipe d'alliés réussisse et que ça fasse boule de neige pour vite avoir des success stories à raconter. Et comme ça, on va pouvoir trouver nos agents de changement, 3e clé, qui peuvent être des sceptiques, des personnes un peu des Saint Thomas, des personnes qui ont besoin de voir, de comprendre, mais qui en même temps ont le courage de prendre un sujet nouveau et qui vont avoir un côté avocat dans l'organisation, qui vont être aussi prêts à se remettre en question. Donc ça, c'était la 3e clé. Après, alors ça, c'est pas une clé, mais elle nous parle des réfractaires, bien évidemment, qu'il faut embarquer ou non. Peut-être qu'ils vont rester sur le côté, et c'est OK. Parfois, ça aura d'autres conséquences, on va le voir avec l'invité suivante. 4, communiquer sur les résultats, les apprentissages, les difficultés, bien évidemment. Et 5, avoir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Anne nous dit globalement que être dans cette posture permet vraiment de rester adaptable dans un monde très mouvant. Et de bien avoir en tête aussi que la transformation joue à 3 niveaux, personnel, équipe, organisation, qu'elle est longue, que tout le monde n'avance pas au même rythme, et qu'il faut garder cette envie collective dont on parlait tout à l'heure avec Benoît, et que cette envie, elle est vraiment reliée à la raison profonde de se transformer. Voilà pour Anne. Maintenant, passons à la 4e invitée de cette capsule, Claire Gatier-Caillot, qui donc travaille à la EDRH. Donc dans une unité, alors à l'époque de cette transformation qu'elle a menée, elle était à la DRH sur les réseaux bancaires, à la Société Générale. Et donc, elle va nous expliquer, elle, comment elle a mené. Alors, elle fait appel à ses souvenirs, parce qu'elle a beaucoup de recul, puisque c'est une transformation qu'elle a effectuée sur plusieurs années, qui est terminée. C'est jamais terminé, mais en tout cas, qui est bien avancée.
plus que stabilisé. Et donc la première chose qu'ils ont fait pour faire la transfo managériale, c'est d'aller voir sur le terrain pour comprendre ce que les managers disaient de leur pratique et ce que les collaborateurs vivaient, imaginaient et voulaient pour demain. Et ils ont travaillé ça sous forme d'un hackathon. Donc ils ont vraiment voulu aller voir concrètement ce qui se passait, en étant dans une logique de se dire on a envie d'avoir une symétrie entre le rapport collaboratif manager-collaborateur donc, et le rapport client. Ensuite, en deuxième étape, ils ont défini leur cible et leur chemin, en étant à la fois assez ouverts et en même temps avec des choses très très concrètes pour qu'il y ait des changements rapides et visibles des collaborateurs et des clients. Donc, par exemple, tout de suite mettre en place des rituels qui permettent de voir ce que, comme ils ont demandé aux collaborateurs ce qu'ils voulaient, il est important que les collaborateurs aient assez vite des signes qu'on est en chemin. Et puis après, ils ont fait bien sûr un plan de développement et d'accompagnement managérial complet. Et puis ensuite, comme il fallait pérenniser ça sur la durée, la fameuse troisième étape de la transformation, parce que finalement là on voit qu'on a bien les 3 étapes de Benoît, ben, ils ont mis en place des relais en région pour poursuivre ces travaux d'accompagnement dans la durée. Et donc avec ces relais terrain. Alors je vous la fais très courte, c'est beaucoup plus riche, notre échange est long, mais voilà en substance ce que j'ai retenu, en tout cas dans les très grandes lignes. Claire avait au départ de cette transformation un tiers des managers qui avaient envie, attendaient juste les outils, un tiers qui regardait, attendait de voir quels étaient les gains et les pertes, les fameux Saint Thomas, et un tiers plus craintif. Et là, pour les craintifs, je vous en parlais juste avant, il y a ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas faire aller sur ce chemin-là, et donc ils les ont encouragés à faire des choix de carrière différents, parce qu'à ce moment-là, il faut agir vite pour justement éviter la dissonance cognitive et le fait qu'il y ait une asymétrie entre l'histoire qu'on raconte et ce qui est vécu. Et ce qui est important, c'est qu'à l'issue de cette transformation, ils ont remplacé leur programme de gestion des talents qui était purement ouvert à des managers, et ils l'ont ouvert à des experts, à des managers aussi de plusieurs niveaux, plutôt à des gens qui avaient la vocation à travailler leur résilience, leur capacité à vivre et conduire des changements. Et en fait, ça leur fait ce vivier, en fait, quelque part, d'alliés pour le futur. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et la dernière invitée, qui n'est pas des moindres, c'est Frédérique Desrosiers. Frédérique, elle travaille donc effectivement, elle travaille sur le management chez Ugitech. Alors jusqu'à là, on a parlé de plutôt très grandes entreprises. En Occitanie, c'est une grosse ETI, mais sinon des 3 grosses banques d'ailleurs. Les banques se transforment beaucoup, c'est pour ça finalement qu'on a beaucoup de témoignages de banques. Et puis là, Frédérique Desrosiers travaille chez Ugitech. Donc Ugitech, c'est quand même le premier employeur en Savoie, donc une belle ETI. Mais voilà, ils n'ont pas des moyens, qui peuvent doubler comme ça. Et néanmoins, ils avaient beaucoup d'ambition dans le changement des pratiques managériales. Mais ils savent en même temps que les changements de posture, de comportement, c'est souvent des projets très longs. Et donc, comme ils ne voulaient pas lésiner sur la qualité de leurs accompagnements, ils ont eu l'idée de créer une communauté qui deviendrait le relais à leur projet. Donc le titre de l'épisode, c'est d'ailleurs créer une communauté de facilitateurs internes pour transformer les pratiques managériales en profondeur. Donc ils ont mis en place cette communauté de manière extrêmement maligne. En fait, à chaque fois que j'ai discuté de la manière dont Frédéric l'a fait avec des personnes qui ont l'habitude de le faire, ils ont été assez impressionnés. Et de ce fait-là, j'ai proposé à Frédéric d'en faire un parcours pour le programme de l'entreprise de demain, pour que tous ceux qui le souhaitent puissent profiter de son expérience. Donc elle a eu la gentillesse avec moi de prendre le temps de formaliser avec le recul, d'imaginer ce qu'elle aurait dû encore mieux faire, ce qu'elle aurait pu mieux faire, pour proposer un parcours, si vous-même avez envie de créer une communauté de facilitateurs internes, vous avez un mode d'emploi parfait, vous n'avez qu'à me contacter, et je vous expliquerai comment y avoir accès. Et ça a eu un impact fort, puisque ça a complètement influencé la culture d'entreprise. Ça a contribué à décloisonner l'entreprise, à ouvrir les services, à amener plus de transversalité et à engager les gens sur des objectifs globaux plutôt que locaux. Et donc forcément, très évidemment, à engager encore plus les personnes notamment qui étaient dans la communauté. Et ce qui est intéressant, alors Frédéric est québécoise, et pour arriver à tout ça, elle a beaucoup travaillé sur la culture du feedback, et notamment sur les feedbacks positifs. Et bien sûr les feedbacks d'amélioration, mais surtout sur les feedbacks positifs aussi, pour pouvoir justement créer la confiance et l'adhésion dans cette communauté. Voilà ce que je peux vous dire. Je voulais faire plus court, je suis déjà à 15 minutes, donc je vais vous laisser là.
Mais vous voyez que c'est extrêmement important, riche. Donc si vous avez des questions de transformation en tête, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez différentes tailles, vous avez différentes approches, différentes méthodes. Ça vaut bien mieux que beaucoup de manuels, croyez-moi. Nous avons là 2 hommes et 3 femmes absolument brillantes que je vous invite à écouter. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.